À présent, nous voilà donc analysant le discours des défenseurs de la théorie du genre au sein de la littérature jeunesse. Tout d'abord, la très grande majorité de ces derniers commence en règle générale par souligner l'ignorance dont feraient preuve leurs opposants. Divergence de point de vue, mais pas que. Il s'agit aussi d'attaques ciblées et pas toujours justifiées. Par ailleurs, la plupart des défenseurs de la littérature jeunesse usent de leur discours de raisonnement contradictoire. Séparément, chacun de ces raisonnements pourrait sans nul doute être défendable. Mais une fois juxtaposés, il nous est possible de percevoir une allure paradoxale au sein de leur argumentation. En effet, le plus souvent, ceux-ci insistent sur la nécessité de traiter les enfants comme des personnes normales et de leur fournir une littérature sans concession, tout en présentant leurs œuvres comme bénéfiques pour le développement du jeune lecteur et en soulignant l'impossibilité de lui donner à lire des ouvrages qui ne sont pas pensés pour lui. Cette combinaison d'éléments s'explique en vérité assez simplement, de par la nature fondamentale marquée par une dualité de la littérature jeunesse, puisque soumise à des contraintes artistiques, mais aussi éducatives. En deuxième lieu, le personnel du secteur jeunesse se trouve assez constamment sur la défensive et vient parfois à exagérer les attaques qui lui sont adressées. Or, comme souvent perçu, ce qui-vive permanent du parti des défenseurs se manifeste également dans le fait que leurs réponses sont souvent en décalage par rapport aux attaques. En d'autres termes, nous nous trouvons bel et bien face à une série de dialogues de sourds, où le but de chaque prise de parole n'est pas tant de répondre à l'autre ou de le convaincre, qu'à se mettre soi-même en scène et à faire sentir au public qui joue dès lors le rôle d'arbitre et que l'on a raison. Les arguments fournis par les deux parties ne sont d'ailleurs pas toujours incompatibles, mais cela a peu d'importance car en vérité, aucun des deux ne souhaite véritablement résoudre le conflit. Enfin, une caractéristique commune à tous les défenseurs de la littérature jeunesse est qu'ils sont particulièrement soumis à une logique affective. Comme le souligne Marc Angenot, toujours dans son ouvrage Dialogue de sourds datant de 2008, le pathos est toujours indissociable du logos. Mais cette réalité apparaît de manière d'autant plus évidente au sein de la querelle que nous désignons aujourd'hui. En effet, cette logique affective a ici tant de force qu'elle viendrait à court-circuiter parfois la logique rationnelle et peut donc en partie expliquer l'obstination des participants, leur présupposer leur imperméabilité à tout argument. Ce qui signifie que le sentiment de précarité qui règne dans le secteur de la littérature jeunesse aujourd'hui fait que ces acteurs sont particulièrement sensibles à la moindre tentative de délégitimation, si bien qu'ils viennent à réagir de manière quelque peu passionnelle aux attaques, c'est-à-dire avec colère ou vexation. Et que le raisonnement énoncé ne cherche pas vraiment la vérité, mais plutôt un résultat d'ordre pratique et par la même occasion l'atténuation de leurs angoisses. La logique affective est donc avant tout une logique d'intérêt qui le plus souvent entraîne ses auteurs à confondre sentimentalement le profitable et le juste, ce qu'ils désirent individuellement et le désir d'un bien commun. On peut donc ici parler de pathos collectif. Voici pour le discours des défenseurs, tandis que nous étudierons dans la prochaine vidéo la légitimité de la littérature jeunesse.